Welcome to this timely session organized by Senators for Climate Solutions titled Tackling the Inferno, Understanding and Addressing the Growing Frequency and Intensity of Wildfires in Canada. I'm delighted to be hosting this session alongside our co-chair, Senator Jim Quinn, and I'd like to thank our panelists and staff for making this discussion possible. I apologize that there's no interpretation for my remarks because we are having some internet issues, believe it or not, at the Senate East Block office. But I'd like to extend a very warm welcome to all senators and staff, and especially new senators joining us today, and to Senator Sorensen for so kindly connecting us with her former colleague, Jasper Mayor Richard Ireland. I'd like to acknowledge that we are hosting this session on the unceded and unsurrendered territory of the Anishinaabe Algonquin Nation. We all know that Canada is grappling with an intense wildfire season, with over 5,300 fires having burned, at least last I checked, and 5.1 million hectares of land burned so far this year. Today, we're fortunate to be joined by 4 guest experts, each of whom brings unique perspectives to help us better understand the challenges posed by these increasingly intense wildfires. And they're also going to help us explore the solutions for the future, which is what we're all about with Senators for Climate Solutions. We have with us today Dr. Laurie Daniels, professor at the Department of Forest and Conservation Sciences, University of British Columbia, a renowned expert in forest ecology and fire management with a focus on how forests adapt to natural disturbances and climate change. We also have Richard Ireland, Mayor of Jasper, Alberta, who will share firsthand experiences dealing with wildfires, including the recent devastating fires that led to evacuations in Jasper. He'll discuss lessons learned, strategies for future preparedness, and the potential role of the Senate in supporting mitigation and recovery. Mr. Edward Struzik, fellow at the Institute for Energy and Environmental Policy at Queen's University, is an acclaimed journalist and author who has extensively covered the intersection of climate change and wildfire management. His works include Dark Days at Noon, The Future of Fire, and Firestorm, How Wildfire Will Shape Our Future. And finally, Dr. Amy Cardinal Christensen, co-founder and lead researcher for the First Nations Wildfire Evacuation Partnership and policy advisor with the Indigenous Leadership Initiative. Dr. Christensen works with Indigenous nations across Canada on fire stewardship practices like cultural burning and collaborates globally to decolonize land management. We are grateful to Dr. Christensen for being with us at this late hour, speaking to us from Australia, and to our other 3 panelists for speaking to us from Western Canada at this very early hour. Each of our panelists has agreed to give a brief presentation to explain their perspectives on this widely vast topic and important topic of wildfires. After they have all finished, Senator Quinn will chair the question and answer period. At the bottom right of your Zoom window, you can find the icon that indicates interpretation, which will start soon. Please click on that and choose your preferred language. In order to speak during the meeting, you will need a Senate-grade headset. I want to thank our 4 guests again for joining us today. We're very much looking forward to kicking off our fall session of Senators for Climate Solutions in order to hear what you have to say about a burning topic, literally, on the doorsteps of many of our communities here in Canada. So let's move on now to our presentations. I'd like to now turn to our very first panelist, Mr. Ed Struzik, to start us off. Ed, could you give us an overview of your work? Let me talk about the past and the present to really tell us something about the future. So when Europeans first started settling in North America in the 16th century in large numbers, there was not a lot of fire on the landscape because they came during the Little Ice Age, which is around 1300 to 1850, when it was a lot cooler and a lot wetter. And lightning, which today accounts for a significant number of fires, would have been less frequent because heat is needed to create lightning.
Indigenous people lit fires to manage the landscape during the shoulder seasons, but when a fire was ignited by people or by lightning, the flames would not have spread far in cool, wet weather. And wetlands that came with deglaciation would have also stopped or slowed the spread of fires. Then, when the Little Ice Age ended around 1825, when the Great Migration of people really began in earnest, more heat in the atmosphere almost certainly resulted in more lightning. And these early settlers that were draining those wetlands that would slow or stop a fire and use fire to clear the land had no experience with big fires that got out of control. So, for an example, when the Miramichi fire came to New Brunswick and Maine in 1825, chaos and panic ensued. Remember, in those days, they didn't have fire brigades. And here's a quote from someone who actually saw what happened. Those fortunate enough to be near a river took refuge in the water, often trying to coax their cows and pigs with them. The livestock were panicked by the smoke and the flames and refused to enter. Most of them succumbed to the heat and smoke. Wild animals has no such fear of water. The humans in the river found themselves surrounded by wildlife, including raccoons, deer, bears, and even large moose. So as the climate continued to warm, fire came with greater frequency, and the Saguenay and Ottawa valleys were hit especially hard in 1870. And then the following year, we had the biggest fire ever in North American history, the Peshtigo fire, or the most destructive. It killed 1,200 to 2,500 people. The BC town of Fernie was just a number of towns that burned in the late 1890s and the 1900s. And the Porcupine wildfire of 1911 killed at least 200 people, probably a heck of a lot more. By this time, people started catching on to the fact that maybe we should be doing what the Indigenous people were doing, is manage fire. Such as George Hotsky had said, we had best adopt fire as our servant, otherwise it will become our master. It was the right advice that came at the wrong time. Just months after he made that recommendation, and a lot of people agreed with him, the Great Fire of 1910, which burned along the BC, Alberta, Montana, and Alberta borders, was so big and so destructive that it really changed the way we dealt with fire on both sides of the border. And we started doing a lot of incremental measures to prevent fire and to put them out very quickly. We built lookouts. We used portable phones in the backcountry to report the location of a fire to a wildfire control center that dispatched fires to these places by foot, by horse, by truck, by train, by boat. Pilots with little to do after the First World War were sent out to locate fires or to drop firefighters into areas where it was difficult to get to a fire. And what we also did was we kicked Indigenous people out of our national parks and other areas of the country because they continued to use fire to manage the landscape. And we actually posted signs all through the wilderness telling them, don't light fires or you will be put in jail. Parks Canada, just as an example, was so successful in suppressing fire in the Rocky Mountain parks that the annual area burn from 1945 to 2015 was reduced to 3% of the previous long-term average. What's complicating the situation now is similar to what happened when the Little Ice Age sputtered to an end in the 1800s. We're getting more heat, more lightning, more drought, but with a lot more people in harm's way. By the turn of this century, fire was once again a frequent visitor to our forest. And I think that many of you might recall the 2003 fire season was a real eye-opener. 2,000 people were forced to evacuate Crow's Nest Pass. 25 fires burned 13% of Glacier National Park along the Montana-Alberta border. The Syncline fire in Jasper was a prescribed burn that got out of control, and Mare Island would remember that, I think, because I think that there was a folk festival going on that weekend. Town of Banff was threatened on two fronts. During the height of the tour season that year, there was the prescribed burn on one side and the Kootenay fires on the other side that threatened to jump into Banff. Fires burned so hot in Wood Buffalo National Park that year that the U.S. Naval Defense Research Lab thought the plumes of smoke in the stratosphere were coming from a volcano. No one thought fire could produce that much energy. And then we had
one of the first very big evacuations in Canada, 45,000 people out of their homes in BC. Triage that year became the order of the day. When the people, Parks Canada people at York Factory called in to see if they can get firefighters to save the National Historic sites there, they had to turn them down. Polar bear denning sites on the west coast of Bay. This is the only place in the world where polar bears den in the forest. Some of them were destroyed. I know, just as a little aside, I got to go along on this survey and see these dens for myself, and I actually talked the wildfire science and the biologist to let me go inside the den, and that's what it looks like. So the 2000 fire season, according to Rob Walker, who was the Parks Canada fire manager at the time, was a harbinger of what we might expect in a rapidly warming world. And I didn't quite get it at the time, but boy, the evidence started building up almost right away. Each year brought something new or very disturbing. In 2004, a record number of fires burned in the Yukon, Alaska, consuming an area the size of Vancouver Island. And then we had the tundra burning on the Alaska's North Slope, where fire hasn't been seen in 10,000 years. In 2011, the Slave Lake fire in Alberta became the costliest insured fire disaster in Canadian history. And what made this fire unique was the way it had behaved as it entered the town site. It acted like a horizontal corkscrew, burning buildings on one side and leaving those on the other unscathed. 2014, most of the southern half of the Northwest Territories was on evacuation alert. And then we had this thunderstorm that moved slowly across Alaska in 2015, shooting 62,000 lightning strikes and triggering 286 fires. No one up to that time had seen anything like it. And of course, we had the Horse River fire in Fort McMurray, which was really at the time the fire for the ages. At one point, the beast, as they called it, unleashed a pyro-CB, or a fire-driven thunderstorm on a blue sky day, and it shot out lightning that triggered fires 30 kilometers away from the fire front. And everybody was asking themselves at this time, was this as bad as it would get? Well, we got our answer the next year in BC when 4 pyro-CBs erupted spontaneously, sending smoke all the way to Greenland. And then that same year, the Keno Fire and Water National Park, which Laurie Daniels, I think we'll talk about, was unprecedented in the region's recorded history dating back to the 1700s. 80% of the burned area was of high to very high severity. I was in Greenland when they were evacuating hikers on the Arctic Circle Trail in 2018. And in 2019, Australia burned like it never had burned before. An estimated 3 billion animals, the vast majority being reptiles, were affected. And then it just continues. In 2021, 10 pyro-CBs erupted along the Manitoba-Saskatchewan border, triggering 710,000 lightning strikes in 14 hours. And the 2000 fire season in BC was the third largest after 2017 and 18. And of course, you all know the town of Lytton was destroyed that year. And then this was the most bizarre one, because I had actually been at this site just a few weeks earlier. 37 fires were still burning in mid-October in the subarctic of the NWT, when there's usually snow on the ground. And this research station burned down in mid-October. Hard to believe. And then we had last year. It was unprecedented in scale and intensity, burning from mid-April to late October and through most of the forested regions of the country. More than 200 communities were evacuated. We expected to get some respite this year, but it was still well above the 10-year average, with more than 5,000 fires burning more than 5.4 million acres. And of course, Mare Island, will talk about this. The fire in Jasper made headlines all around the world. And just as an aside and in conclusion, we've just got to remind ourselves that fire is a much needed natural way of regenerating forests. You know, you have here bears that come in to feed on the carrion, fire beetles that come in to lay their eggs on warm stumps, nighthawks come in to feed on those fire beetles. The aspen shoots rise up very quickly, even while the fires are still smoldering, and elk come in, elk and
bison come in to feed on that. But with fires burning bigger, hotter, and more often, there's going to be changes to forest structure. Nesting birds will be impacted. Nearly 50% of the 700 species of birds that regularly occur in the US and Canada rely on our boreal forest for their survival. And many other old growth forest animals will be affected. We're going to see water quality degraded, such as this is Cameron Falls after a thunderstorm following the fire. Very clear water before the storm. Look at what happened after. And these intense fires are liberating potentially deadly toxins like mercury that are stored in trees and the forest floor, and smoke will continue to be a public health hazard. Do we have time? According to a recent Canadian Forest Service study, the potential for an extreme fire could quadruple by the end of the century across Canada and more than 10 times more often in the boreal biome. And remind ourselves that there are 79 million acres of land in Canada where urban developments are vulnerable to fire, and 109 million acres of forest and grasslands that come into contact with power and telecommunication lines, as well as roads, bridges, and railroads. Bottom line, business as usual is not going to be successful. Thank you. Thank you so much, Ed, for that wide-ranging and harrowing, actually, explanation of what's going on. And as you say, business as usual is not going to be business as usual, no matter, we can't will that. So this is sobering and helpful for us as we start off this panel. So thank you to Ed. Dr. Daniels, your work is on forest dynamics, which is imperative to understand in order to conserve and manage contemporary forests as we adapt to global environmental change, including more and more severe fires. We're keen to hear about your work and the implications that has for policymakers like ourselves. Over to you. Thank you so much. Can everybody see the... Merci. Pouvez-vous tous et toutes voir l'image à l'écran? Merci de m'avoir invité. Je suis ravi d'être des vôtres ce matin. Je me joins de vous à partir de la côte ouest où il fait encore nuit. La terre traditionnelle des Esquimalt et des Squamish, entre autres, et il me fait plaisir de vous faire part de connaissances qui ont été recueillis à partir de la science traditionnelle occidentale, mais aussi des savoirs traditionnels autochtones de l'ouest du Canada. Je vais vous emmener à Jasper. Merci, Ed, d'ailleurs, pour cette belle introduction, pour donner un historique, nous expliquant comment les incendies interagissent avec nos communautés partout au Canada. Donc, on va faire un retour dans le temps, un siècle en arrière. Je vous ramène à Jasper. Voici des photos qui ont été prises dans le cadre de l'arpentage géologique du Canada qui a permis de créer ces cartes géographiques qu'on a encore aujourd'hui. Vous voyez la topographie montagneuse de l'Ouest. C'est un aperçu dans le temps de ce dont avait l'air le panorama jadis. En gris en avant, vous voyez des terres vertes, des forêts. Et on voit aussi en arrière-plan, bien sûr, les pics des Rocheuses. En plus foncé, la forêt de conifères, qui est bien sûr fort susceptible aux incendies, surtout lorsqu'on compare aux autres types d'écosystèmes. On avance dans le temps, un siècle, vous avez le projet Mountain Legacy, et vous voyez que ces mêmes panoramas ont été refotographiés. Vous voyez le changement qui s'est concrétisé en une centaine d'années. Plus de conifères, plus de résineux. La densité des arbres a été bonifiée et on voit qu'on a homogénéisé ce panorama qui le rend en fait plus susceptible à plein de perturbations naturelles. Qu'est-ce qui s'est passé au cours de ce siècle? Quels ont été les changements? Et à quel rythme ces changements ont-ils eu lieu pendant cette transition? On est passé d'un panorama fort hétérogène à quelque chose de beaucoup plus homogène, comme vous voyez, dominé par les conifères. Pour répondre à cette question, mon groupe de recherche s'est penché sur les anneaux dans les arbres. Je vais vous faire part du travail du professeur Raphaël Chavardès. Il a accompli beaucoup de travail
au sujet de ces anneaux dans les arbres. Peut-être souvent avez-vous vu une souche d'arbre et vous avez compté le nombre d'anneaux pour déterminer l'âge de l'arbre. On s'attend à ce que les anneaux partent du centre, aillent vers l'extérieur dans des cercles concentriques, ça nous donne l'âge de l'arbre. Et vous voyez cet arbre ici en exemple, il y a beaucoup de cercles concentriques rapprochés, puis ça change rapidement. Et ce qu'on voit ici, c'est un pin de Douglas qui a été touché par des feux de forêt à faible intensité. C'est un arbre qui a survécu à 4 incendies pendant sa vie, s'échelonnant sur plusieurs siècles. Et chaque feu a brûlé près de la base de l'arbre. Et oui, bien sûr, l'arbre a été touché, mais le dommage subi se retrouve gravé dans ces anneaux en quelque sorte. Partout dans l'ouest du Canada, mes étudiants, en fait, mes équipes de recherche, mes étudiants au 2e au 3e siècle ont recueilli des milliers d'échantillons, parfois provenant de souches, parfois provenant d'arbres de nos forêts de l'Ouest. Et toute cette information a été compilée dans des tableaux, comme ce que vous voyez, qui nous montrent l'histoire de la forêt. Alors, vous avez les lignes qui représentent l'arbre que vous aviez vu précédemment, et on vous montre l'historique de 29 sites de partout à Jasper. Les triangles rouges nous indiquent que lorsqu'il y a un incendie de forêt, c'est quand il y a eu un incendie dans la forêt. Et vous voyez qu'il y a eu quand même beaucoup d'incendies à faible intensité qui maintiennent la structure de la forêt, qui réduit le nombre d'arbres et qui, enfin, crée une forêt saine, en santé, qui contribue à la biodiversité. En moyenne, il y avait un incendie chaque 60 ans. Et vous voyez que ces incendies se sont arrêtés dans les années 1900. Donc, au cours du dernier siècle, on n'a pas eu ce type d'incendie. Ces incendies qui permettaient d'avoir une forêt diversifiée et hétérogène. Voilà qui explique les changements qu'on constate. Parce qu'il n'y avait pas ces feux de surface qui, entre autres, découlaient de raisons naturelles, mais aussi parce qu'il y avait des incendies dirigés par les communautés autochtones, bien parce qu'on a empêché cela, parce qu'on avait peur du feu, on a perturbé la façon de faire et donc, en fait, la fréquence à laquelle il y avait des incendies. Ici, on voit les incidences du changement climatique. On voit que les dynamiques des saisons ont été modifiées. Le tout crée des conditions pour un ravageur qui crée énormément de ravages en Colombie-Britannique et en Alberta. En l'occurrence, le dendroctone du pin argenté. Alors, comment répondre à une telle situation? Comment réagir? J'aimerais vous montrer nos efforts proactifs. Ça s'est passé dans le parc national de Kootenay, il y a à peu près 15 ans. Il y avait un incendie qui avait été créé par le dendroctone. En fait, il y avait des ravages créés par le dendroctone qui, ayant nui à la forêt, la rendait plus susceptible aux incendies. Donc, on a fait des feux pour faire des expériences et pour voir aussi comment le tout allait interagir avec le dendroctone. Vous voyez les photos de cet incendie dirigé et les arbres touchés par le dendroctone sont tombés par terre et alimentaient en quelque sorte l'incendie. Nos caméras ont pu capturer ce qui se passait comme vous voyez. Alors là où le dendroctone avait eu un grand impact, on voyait on voyait à quel point ça brûlait rapidement et c'était un signe avant-coureur de ce qui allait survenir à Jasper. L'homogénéisation de la forêt, l'interaction avec les ravageurs et le fait qu'il y avait plus de choses qui pouvaient alimenter le feu fait en sorte que nous devions agir de façon plus proactive. Il fallait réfléchir à la façon dont on pouvait bâtir la résilience de notre écosystème. Ça se fait comment?
Ben, en retirant certains arbres de façon mécanique, on peut certainement recourir aux savoirs autochtones et occidentaux. Et il faut quand même surveiller si nos façons de faire sont efficaces. C'est vraiment au cœur du processus. Certains détracteurs ont dit qu'on n'avait pas réagi assez rapidement à des phénomènes comme le dendroctone. Et oui, j'aimerais que l'on agisse de façon encore plus proactive pour amincir le couvert de la forêt. On a vu à quel point ça avait une incidence. Mais en même temps, je tiens à rappeler qu'il y a des leçons qu'on peut retirer lorsqu'on agit trop rapidement. Je vous emmène ici au territoire des Bonaparte. On est sur le plateau. Vous voyez à gauche la forêt pendant l'époque du Dendroctone. Et à droite, vous voyez le lac Bonaparte en plein centre, un endroit très important sur le plan culturel. Alors, ça fait partie des endroits où on scie les arbres. Et si vous voyez cette image des années 80, vous voyez une forêt dont le couvert est assez homogène. À l'époque de la récolte du bois, à des fins de durabilité, on a fait des changements et en 2004, il y a eu le Dendroctone qui a affecté la forêt et en réponse à cela, on a voulu sauver les arbres morts et on a augmenté la récolte. En 2014, de grands changements sont survenus dans le paysage. Ça pourrait vous paraître très fragmenté sur cette image, mais le couvert d'arbres avait beaucoup changé et nous avions perturbé les plantes, la flore. Mais il y a énormément de carburant en dessous. Mais il en reste encore maintenant qui peuvent alimenter les incendies. Et des incendies ont eu lieu en 2017 qui ont eu d'énormes conséquences et ont brûlé, qui ont brûlé une vaste partie de la forêt. Et vous voyez sur cette carte qu'après cet incendie, des images satellites avant et après l'incendie ont détecté les changements survenus et ont classifié l'intensité des incendies. Une grande partie de cette forêt a brûlé à un niveau élevé et a eu de grands impacts dans le paysage. C'était des incendies moins graves, ce qui signifie pour nous que l'impact des changements climatiques, le grandement d'incendies non contrôlés qui peut se répandre trop rapidement et aussi les changements dans nos forêts ont une incidence et ont contribué à la fragilité de la forêt. Nous avons entrepris des recherches dans une Première Nation afin de comprendre la façon dont ces forêts se remettent. Et ça montre des images chronologiques peu après l'incendie, un an après, et ensuite la documentation du rétablissement des plantes et de la biodiversité quelques années après l'incendie. Dans un document rédigé en collaboration avec la Première Nation, nous avons pu explorer les implications de ces incendies sur les espèces de la flore et les espèces envahissantes et les plantes culturellement importantes. Ces incendies ont eu des effets dévastateurs sur le rétablissement des plantes qui est lent et font augmenter les plantes envahissantes dans les parties élevées. Nous voyons néanmoins que les espèces natives et les espèces importantes culturellement reviennent en grand nombre, ce qui soutient ce qui a été partagé à nous sur l'importance, l'intendance des incendies pour les Autochtones, pas seulement dans les basses élévations, mais partout dans le paysage, à des élévations, dans les forêts d'élévation basse, moyenne et élevée. Nous continuons d'observer tous ces événements. J'aimerais terminer en vous partageant une information importante qui a changé notre perspective dans mon groupe de recherche depuis 10 ans, alors que nous avons appris plus sur les incendies, l'histoire des Trois Anneaux, l'histoire des incendies dans l'ère moderne sur les paysages. Nous avons appris qu'une gestion proactive des forêts
est importante et aussi l'importance de la restauration des forêts pour atteindre nos objectifs de résilience, de biodiversité écologique et cela va de pair avec les connaissances autochtones qui peuvent donner des réponses pouvant contribuer, servir à tous. That was incredibly informative, and you fit a lot into a very short period of time. I'm sure you're used to having a little more time to explain everything, but wonderful, wonderful scientific and historical background for all of us and that view to what needs to be done in the future. So thank you for that, Dr. Daniels. Now we are moving on to a panelist who has had, sadly, a recent and very personal experience with wildfires. Mayor Ireland of Jasper, welcome. We're looking forward to hearing about the experiences within the community of Jasper, some of your earlier preparations for something coming, and the challenges that you faced during the recent wildfires. And I know there are some clear lessons that have been learned, and we look forward to you sharing that with us. So over to you, Mayor Ireland. Thank you. Merci, sénatrice Cole. Bonjour, sénateurs et autres. Je vous remercie de me donner cette occasion. À titre de précision, je ne suis pas expert. Je vois avec plaisir que les autres panélistes le sont. J'ai peut-être certaines connaissances, mais pas d'expertise. Et même alors, ma perspective est très limitée à une collectivité spécifique qui a reçu tellement d'attention nationale et internationale. Et je vous remercie tous pour votre contribution à cela. C'est pour cette raison que, comme Jasper est tellement reconnaissable en tant que destination touristique iconique à l'échelle internationale au Canada, ça devrait devenir un cas d'école pour trouver des solutions à la préparation, l'adaptation et l'atténuation des changements climatiques. J'ai l'honneur de partager avec vous ce matin mes réflexions sur les stratégies employées par la municipalité de Jasper en collaboration avec l'Agence Parcs Canada aux fins de préparation non à l'éventualité, mais aussi à l'inévitabilité des incendies de forêt. Et ça a commencé avec la reconnaissance la plus simple. Le changement climatique est réel et qui a des impacts réels sur les paysages et les collectivités. Ces impacts augmentent la probabilité et la gravité des incendies de forêt. Toute communauté forestière du Canada fait face à une menace croissante d'incendies de forêt en raison des changements climatiques. À Jasper, nous reconnaissons depuis longtemps cette menace. Il y a plus de 20 ans, nous avons commencé à nous préparer dans notre communauté en prenant des mesures afin de réduire la vulnérabilité aux incendies de forêt. Dans le paysage, ça veut dire des réductions des charges de carburant, la réduction des incendies dirigés, la préparation de périmètres de défense en guise de stratégie au sein des collectivités. Cela peut comprendre les traitements de l'interface entre le rural et le paysage, réduction des combustibles pour protéger l'installation de mécanismes d'arrosage et la préparation des maisons, la construction avec de matériaux résistants à l'incendie, l'enlèvement de débris et de feuillage sous les patios, l'installation d'arroseurs sur les toits. À Jasper, nous travaillons avec Parcs Canada et avons accès à un financement provincial pour faire tout cela, y compris pour circonscrire de multiples incendies contrôlés depuis quelques années. Vous avez vu nos plans de préparation aux incendies et Jasper est une des communautés les plus préparées au Canada. Nous y avons travaillé très fort, particulièrement ces dernières années, alors que les faits
de l'infestation de dendroctone a fait que tellement d'arbres morts étaient dans nos forêts. Nos résidents étaient inquiets, étaient très conscients des risques, étaient motivés et se sont préparés, comme l'a fait la municipalité et Parcs Canada. Nous avons mené des exercices de formation, d'entraînement annuels. Nous avons préparé des plans de protection, d'intervention, d'évacuation et de rétablissement. Nous avons mené ces campagnes d'information et de sensibilisation. Nous avons eu une semaine de préparation aux incidents. Tous les propriétaires de domicile étaient préparés avec des pratiques exemplaires. Nous avons communiqué avec la communauté et au moyen de fêtes de secteur, dans le cadre de fêtes de secteur. Tout le monde a des trousses d'évacuation de 72 heures. Tout le monde est prêt à partir de carburant dans la voiture et ça a fonctionné. 5 000 résidents et près de 20 000 visiteurs ont été évacués en toute sécurité de Jasper en raison des incendies récents. À la suite de cela, à la suite de cette évacuation spectaculaire, les équipes de pompiers ont continué de lutter contre l'incendie. Près de 44 heures après l'ordre d'évacuation, le plus vaste incendie que notre parc national ait connu depuis 100 ans a eu lieu. Nous avons perdu près de 30% de nos structures, surtout des maisons résidentielles, abritant près de 40% de notre population. Et pourtant, en dépit de cette dévastation, des pertes, de la tristesse, l'expérience a été réussie en raison de notre sensibilité à la menace, de notre préparation dans le paysage en ville et en raison du professionnalisme de la valeur et des équipes de protection incendie. 2500 personnes ont été, 25 000 personnes ont été évacuées. 70% de nos infrastructures ont été sauvées. Ceci est signe de succès. Malheureusement, cela s'est fait au péril. En fait, ça a coûté une vie d'un pompier. Nous espérons que cela n'arrivera plus jamais à aucune famille, aucune communauté. Ceci m'amène à l'essence de mon message ici aujourd'hui. Nous pouvons tirer des leçons, nous préparer, réagir et nous rétablir de la colère de la nature. Mais cela, écoutez, le prix incommensurable d'une vie humaine. Les pertes de quelques millions de dollars, le coût d'intervention ont été estimés à 149 millions de dollars. Cela ne comprend pas les coûts d'hébergement temporaire pour les résidents, ce qui double ce montant, ni les coûts non assurés, et malheureusement il y en a beaucoup, ou les pertes non assurées. Cela ne perd pas le coût pour notre économie de visiteurs touristiques et les recettes probables. Je vous invite à faire de Jasper un cas d'école pour apprendre, analyser et trouver des solutions. Je vous invite aussi à envisager le coût de la prévention. Quelle atténuation d'une cause et non pas de l'effet, ce qui peut être fait et à quel prix peut venir l'essence sociale pour mieux protéger les communautés du Canada et en fait du monde entier. Votre groupe de sénateurs pour les solutions climatiques, vous êtes sur la bonne voie en mobilisant des experts comme vous l'avez fait aujourd'hui et en tirer des leçons. La férocité des incendies qui ont ravagé Jasper a été sans doute intensifiée par les changements climatiques. D'autres facteurs, y compris des dizaines d'années de pratiques d'atténuation des incendies, peuvent y contribuer, mais les changements climatiques ont certainement été responsables de l'infestation des ravages du dendroctone du pin et aussi des conditions de sécheresse qui ont précédé l'incendie et ont permis
aux incendies d'exploser en fait dans le paysage. Nous comprenons et reconnaissons les menaces. Nous en sommes au courant. Nous cherchons des conseils des experts. C'est la prochaine étape. Vous le faites déjà, l'élaboration de stratégies menant à des solutions. Et pour cela, vous avez mon admiration, mon respect, mon soutien et tout ce que je peux offrir. Jasper est déjà actuellement dans le passé, mais nous devons en tirer des leçons et comme d'autres l'ont dit dans d'autres contextes, ceux qui n'ont pas tiré de leçons du passé ne font que le répéter et nous ne pouvons souffrir aucune résurgence de ceci. Il faut entendre les avis des experts. Je suis heureux que vous les recherchiez. Je vous souhaite bonne chance dans la recherche de solutions climatiques. Merci. So much, Mayor Ireland. And Godspeed to you and your community as you rebuild and prepare for the future. And congratulations on the success. I think it's important to underline what you had done to prepare and how important that was, while at the same time acknowledging the human and other costs that you have outlined and the absolute importance of investing in mitigation. So thank you for your remarks today. It has helped us tremendously. Now, we are going to move to our final speaker of this panel. And last but certainly not least, we're so thrilled to have Dr. Amy Cardinal Christensen. Dr. Christensen speaking to us from Australia now, where she is visiting for work. Could you speak to us about the impact of wildfires in Indigenous communities in Canada and the role that Indigenous fire stewardship practices can play in wildfire management and how those can contribute to the big picture of sustainable forest management for the future? Really looking forward to hearing from you, Dr. Cardinal Christensen. Thank you very much. I think Devin has. Merci. Je pense que Devin peut partager à l'écran ma présentation. Parfait, merci Devin. Alors, je m'appelle Amy, je suis une femme métisse du territoire du traité 8. Je vis à l'heure actuelle en Alberta, territoire du traité 6. Et j'aurais besoin... Ah, voilà. Bon. Mon travail tourne autour des incendies contrôlés autochtones. On a entendu parler des succès à Jasper de la part du maire Ireland et tout ça me rappelait à quel point ce sont les communautés autochtones qui sont disproportionnellement affectées par les incendies, qui n'ont pas le même type d'appui. Voici les évacuations en raison d'incendies de forêt au cours des 42 dernières années au Canada. En gris, les communautés non autochtones, en orange, les communautés autochtones, c'est-à-dire les communautés qui ont plus que 50% de population autochtone. Et plus gros est le point, plus l'évacuation avait de l'ampleur. Partout au Canada, les collectivités autochtones, on le voit, ont surtout été touchées dans la forêt boréale. Alors, 5% de la population s'identifie comme étant autochtone, mais 42% des ordres d'évacuation affectent les communautés autochtones. Les évacuations se font parfois lentement et on perd notre territoire. On perd notre connexion d'antan à ces terres, ce qui veut dire que nos enfants ne pourront pas apprendre les mêmes choses. Et lorsque nos aînés mourront, on ne pourra plus transférer ce savoir. En raison de ces feux, nous perdons notre culture, notre communauté, et c'est un grave problème. Et je pense que les Canadiens et Canadiennes sous-estiment l'ampleur de ce problème, dis-je.
On a beaucoup écrit au sujet des évacuations, mais ce qu'on voulait, dans le fond, c'était d'entendre les personnes autochtones touchées par les ordres d'évacuation. Donc, on a créé ce partenariat qui a été difficile à financer, beaucoup plus difficile pour nous d'obtenir du financement que nos collègues des sciences traditionnelles. On a travaillé avec 7 Premières Nations et on a interviewé 200 personnes autochtones évacuées. Dans certains cas, ces personnes ont été évacuées des mois durant. Souvent, les communautés ont été très peu appuyées. Et à partir de cela, on a publié ce guide. Ce qui est frustrant pour moi, c'est que ce guide a été publié en 2021 et malgré tout, il y a encore plein de collectivités qui sont touchées par les mêmes problèmes dont on a fait état. À l'heure actuelle, je travaille avec le Indigenous Leadership Initiative. J'ai quitté mon poste. J'étais avec le gouvernement pendant 15 ans, mais j'ai quitté mon poste parce que j'étais si frustré du fait qu'on faisait si peu pour appuyer les communautés. Alors, j'ai lancé cette initiative qui vise à reconnaître le leadership autochtone dans les efforts de conservation. On a ces problèmes d'intendants ou de gardiens et on a des problèmes aussi de zones protégées. Donc, on agit. On n'a pas le temps de tout déterminer comment faire. On a plein de pratiques exemplaires. On a plein d'exemples à suivre, surtout de l'international. Il faut agir dès maintenant. Nous voulons renforcer les nations par le lien qui nous unit au feu. Le feu, c'est important pour nous. Ça nous unit à la terre, au Canada. Ça s'inscrit dans la façon dont on garde la terre saine. Nos nations ont des structures de gouvernance liées à l'incendie. On sait comment gérer les feux de façon sécuritaire. Suivant la colonisation, ce savoir nous a été retiré. Alors, on se concentre aussi sur la souveraineté de notre savoir et sur le renforcement des capacités. Dans le fond, je dis souvent qu'il faut accélérer nos habiletés, nos capacités. En Australie, je travaille avec certains des programmes qui ont connu beaucoup de succès car ils ont réussi à réduire les risques liés aux incendies dans différents secteurs. Et ce faisant aussi, ces programmes ont créé des emplois pour des communautés qui en avaient énormément besoin. Ce sont de bons emplois qui payent bien et ça permet aux gens de rester et de travailler dans la communauté, dans leur communauté d'appartenance. Grâce à cette initiative, on a mis sur pied une campagne qui est basée sur un programme australien. Et ce qu'on veut, c'est on veut former des gardiens ou des intendants existants. Des fois, on se concentre plus sur la surveillance environnementale, la surveillance des eaux, mais on voulait former ces groupes. On veut établir des programmes de gardiens du feu partout au Canada pour dupliquer un petit peu ce qui s'est fait en Australie et qui a été fructueux. Et on veut aussi que les endroits de conservation, les endroits protégés des Autochtones aient des gardiens de feu. Par exemple, on vient d'acheter 4 incendies qui seront remis à neuf à coût de 180 millions de dollars pour lutter contre les incendies. Mais nous, c'est un gardien, une formation, c'est 20 000 dollars. Donc, on pourrait, pour le même prix, en former à peu près 10 000 et qui seraient employés à l'année longue. C'est fou qu'on continue à alimenter un système qui nous a déjà causé des difficultés. Alors, quels sont nos enjeux? Chaque fois que je fais ce type de présentation, les gens me demandent, mais pourquoi qu'on met pas en œuvre ce que vous dites? On a des projets ad hoc, on a souvent du financement pour un projet, pour une initiative, pour un projet de recherche. Alors, c'est pas facile, ces cycles de financement. Des fois, on va établir un programme triennal, quinquennal, mais ensuite, à la fin des 3 ans, des 5 ans, ben, le programme est démantelé parce qu'il n'y a plus de financement, parce qu'il y a eu des changements. Mais ça met à mal une communauté quand ces bons emplois sont retirés. Il y a aussi des entraves en matière de politique et des entraves législatives. Il y a du racisme systémique qui perpétue le mythe de la suprématie du savoir et de la science traditionnelle au détriment du savoir
autochtones. Et ensuite, malheureusement, on a très peu de ressources monétaires pour répondre aux incendies. Des études démontrent que 1 dollar en atténuation, en réduction des risques, permettent d'économiser 7 dollars au final. 1 dollar dans ces programmes de gardiens permet aux communautés de profiter de 3 dollars de retour sur leur investissement. Donc, ces programmes offrent un excellent rendement et ça réduit le risque auquel est confronté l'ensemble de la population canadienne. Alors, ben voilà, merci. Je pense que je me suis contenu à mes 8 minutes. Merci, sénatrice. Amy, for being here at this late hour, but also for your leadership and actually opening our eyes to some really fundamentally important issues that, of course, are about fire and about climate, but they're also about community and all forms of sustainability, environmental, economic, social sustainability. I really appreciate you sharing these perspectives and thank you for the slides, which of course we will distribute all slides to everybody and the recording of this for those who haven't been able to be with us. I would now like to hand the session over to our colleague, Senator Jim Quinn, the co-chair of Senators for Climate Solutions, to moderate the question and answer period, which I know will be a little shorter than anticipated, but hopefully we'll get a question or two in. Over to you, Jim. Are you there, Jim? Oh, Sorry about that, folks. Thanks very much to our panelists, our expert panelists. Merci beaucoup. Merci à nos panélistes. Merci au maire de nous avoir fait part de l'expérience qu'il a acquise. Vous pouvez utiliser la fonction main levée ou sinon mettre vos questions dans la section clavardage. Alors, je vois que la sénatrice Sorensen a une question. Je lui cède la parole. Merci, sénateur. Merci d'être des nôtres, en dépit du fait que l'heure de la journée est peut-être pas évidente pour vous. Ma question est pour le maire Ireland, que je connais depuis des années. Je suis heureuse de vous revoir, Richard. S'il y a un bon côté de cette tragédie, c'est que 70% de la ville a été sauvée. Mais le message qu'on recevait, c'était que Jasper là, était anéanti et nos collègues pleuraient parce qu'on s'attendait à ne plus revoir la ville du tout. Encore une fois, il faut féliciter Parc Canada et tous les sapeurs-pompiers parce qu'on a quand même malgré tout sauvegardé une grande partie de la communauté. Quand on parle des coûts réels de la reprise, de la réhabilitation, pourriez-vous nous donner aussi le coût de la préparation? Quel a été le travail qui a été fait en amont et qui a permis de sauver la plus grande partie de la ville? Merci, sénatrice Sorensen, pour votre question. Et merci aussi pour votre appui tout au long de cette épreuve que nous avons traversée. Si j'ai dit les choses ainsi dans mon petit discours, c'était je vous ai parlé du coût total suivant l'incendie, qui chiffre maintenant dans le milliard de dollars. Et notre collègue parlait de financement illimité. On n'a pas complété notre reprise. Alors, j'espère que le gouvernement et le Sénat pourra aider en ce sens-là de nous donner encore plus de financement. Si je réponds vaguement à votre question, sachez quand même que c'est quand même la bonne question à poser. Il faut contraster les coûts d'atténuation des risques avec les coûts de rétablissement ou de restauration. Je ne saurais vous donner un chiffre. D'ailleurs, je me penche sur la question depuis que j'ai commencé à me préparer pour ce panel. On a dépensé environ 3,5 millions de dollars qui venaient surtout de subventions provinciales. Parc Canada aussi a contribué à hauteur d'un certain montant que je n'ai pas là, au bout des doigts. Mais on faisait de l'abattage mécanique. Et ça, c'était important. Et c'est pas facile parce qu'il fallait obtenir l'approbation
du Conseil du Trésor parce qu'on ne peut pas commercialiser les ressources d'un parc national. Alors, une partie de cet argent a été investie dans nos efforts d'atténuation des risques. Je vais dire, grosso modo, 5 millions de dollars. Mais bon, sur 20 ans, on a peut-être mis 10 millions de dollars en atténuation des risques. Mais on a sauvé 70% de la temps, ainsi que l'ensemble de l'infrastructure critique. Et donc, ce faisant, on a économisé des milliards de dollars. Cet investissement de 10 millions de dollars a eu un rendement extraordinaire. Je pense que c'est le docteur Daniels qui disait la même chose que vous, sénatrice Coyle. Ces investissements en amont sont absolument cruciaux. Et c'est ça mon message pour les autres communautés. Investissez dans tout ce qui est préparation, atténuation, parce que vous allez économiser temps en définitive. Parce qu'on veut bien sûr restaurer notre ville et relancer notre économie qui a été décimée. J'aimerais vous donner une réponse plus détaillée, mais investir en amont, c'est absolument névralgique. Merci. Je sais que d'autres ont des questions, mais sénateurs et membres du personnel, venez me parler du projet de loi C-76 qui a été déposé au Sénat hier. C'est une loi vraiment importante qui permettrait à Jasper d'avoir davantage d'autorité, davantage son mot à dire sur son territoire. Alors, on espère que ça va être adopté bientôt et que, d'ailleurs, on va saisir la question dès la semaine prochaine. Merci, Richard. Merci, sénatrice Sorensen. Et, chers collègues, je sais qu'il reste peu de temps, mais je voulais revenir à ce que la sénatrice Sorensen disait. Ce projet de loi tombe sous le sens. Alors, chers collègues, malheureusement, nous sommes arrivés à l'échéance qui nous avait été donnée. Je sais que vous êtes tous et toutes fort occupés. Encore une fois, je remercie les panélistes qui ont été des nôtres ce matin, qui nous ont fait part de leurs connaissances, de leur savoir, de leurs expériences. Vos lumières nous ont mieux permis de comprendre comment on peut s'attaquer à la question des incendies de forêt au Canada. J'aimerais aussi remercier particulièrement le personnel qui a travaillé fort pour organiser le tout. Et je vous rappelle que nous avons une autre séance du même genre qui sera mise de l'avant sous peu. Pour ceux d'entre vous qui ne vous êtes pas encore joints à notre caucus, n'hésitez pas de nous voir si c'est le cas. Je vous remercie d'avoir été les nôtres. Je vous souhaite une bonne journée. Et encore une fois, merci à nos invités. Des invités qui étaient dans différents fuseaux horaires partout sur la Terre et qui ont été les nôtres néanmoins. Merci beaucoup.